Nous sommes samedi 8 mai 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Voici les titres à développer dans cette édition. Prestation de serment de la présidente de la Cour des comptes, l'institution chargée du contrôle des finances publiques. La présidente se donne pour défi avec toute son équipe de travailler à faire de l'institution une institution performante, indépendante et moderne. Réception de vivres au centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Djako à Cotonou. Il s'agit d'une action humanitaire pour aider les personnes vulnérables à garder le sourire en ce mois sacré du Ramadan, à mettre à l'actif de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya. Séance d'échange sur les réformes foncières en cours au Bénin et les avancées qu'elles engendrent dans le domaine des affaires. C'est une rencontre initiée par l'Agence nationale du foncier et le ministère de l'économie et des finances. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. On commence par la cérémonie de prestation de serment de la présidente de la Cour des comptes. C'était hier à Cotonou. La Cour des comptes est une institution chargée du contrôle des finances publiques. Sa présidente entend travailler avec son équipe à faire de l'institution une institution performante, indépendante et moderne. C'est une fierté pour moi, un sentiment de joie qui m'anime ce matin. Et je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier le Seigneur. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Cette nomination, pour moi, est une bénédiction. Ensuite, je voudrais exprimer ma gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne en me nommant à la tête de cette grande institution. Il y a un autre sentiment qui m'anime aujourd'hui. Nous avons une Cour des comptes. Et une Cour des comptes à la tête de laquelle il y a une femme. Alors, aujourd'hui, les finances publiques, il faut les contrôler. Il faut faire en sorte que le contribuable soit satisfait de l'utilisation qui est faite de l'argent public. Ma prestation de serment ce jour va me lancer dans ce défi de bâtir une institution performante, indépendante et moderne. Je vais me baser sur les acquis de l'ancienne Chambre des comptes et avec mes collaborateurs, on va se mettre au travail. Et je voudrais, en marge de ce que je dis, dire que je ne vais pas négliger l'approche genre dans tout le processus. On s'intéresse maintenant à la formation des cadres de l'Association nationale des communes du Bénin. Les travaux se déroulent à Lokossa dans le département du Mono et portent sur les techniques de plaidoyer en matière de santé, des droits sexuels et de la reproduction. Objectif de la rencontre, mobiliser les autorités communales autour de l'amélioration de la demande de l'offre de services en matière de santé sexuelle et reproductive et de la planification familiale. Je vous propose de suivre à nouveau la cérémonie d'ouverture des travaux avec Geoffroy Messin et Florent Douve. La direction exécutive de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, offre sur 3 jours à ses cadres, ici à Lokossa, chef-lieu du département du Mono, un espace de renforcement de capacité. La formation organisée au titre du projet de promotion de la planification familiale au Bénin porte sur les techniques de plaidoyer en matière de la santé, des droits sexuels et de la reproduction. L'objectif est de poursuivre les efforts de mobilisation de tous les acteurs autour de la question. Même s'il est vrai que grâce à ce projet, les 5 communes bénéficiaires disposent aujourd'hui de leur propre plan d'action et du financement pour la mise en œuvre de ces plans, il n'en devait pas moins que beaucoup reste à faire. En effet, une chose est d'élaborer un plan d'action, mais une autre en est de le mettre en œuvre convenablement. La question de planification familiale, comme vous le savez, se heurte à de nombreux obstacles d'ordre religieux, ethnique, culturel, etc. Nous devons donc y aller avec beaucoup de tact
afin d'atteindre les objectifs. Votre rôle en tant que cadre de la direction exécutive de l'ANCB est justement de conseiller et d'accompagner les communes dans l'accomplissement de leurs missions auprès des populations à la base. Vous avez besoin d'être outillés pour répondre au mieux aux préoccupations qui vous seront posées. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous convier à cette session de formation. Notre objectif est de renforcer vos capacités sur le plaidoyer afin de vous donner les moyens pour amener les autorités politico-administratives à davantage investir techniquement et financièrement sur les droits de santé sexuelle et reproductive et la planification familiale. Pendant la formation, les participants suivront notamment une présentation de la situation des droits sexuels et de reproduction et de la planification familiale au Bénin, une analyse des enjeux et défis de la santé, des droits sexuels et de la reproduction pour les communes. Ensuite, ils vont procéder à l'identification des axes prioritaires de plaidoyer à porter auprès des autorités politico-administratives. La formation devra accoucher d'un plan de plaidoyer à dérouler lors de l'atelier bilan du projet. Chers collaborateurs, voilà ainsi résumé le programme de la session de renforcement des capacités auquel nous vous avons conviés. Je vous invite à être assidus et à participer activement aux travaux. L'ANCB veut ainsi contribuer à l'accès des citoyens à des services et des informations sur la santé en matière de sexualité et de reproduction, ainsi que des moyens de contraception modernes. Dans son entreprise, elle bénéficie du soutien financier de la ville de Paris et de l'AIMF, l'Association internationale des mères francophones. Le professeur Lawaï Athanase est l'un des précurseurs d'une Sénat permanente. Au micro de Canal 3, il apprécie les actions et les changements de la Sénat. Aujourd'hui, il se dit fier et satisfait des changements qualitatifs intervenus dans la vie de l'institution. Pour lui, l'équipe présidée par Emmanuel Tiando a su relever les importants défis en organisant des élections non contestées par les institutions chargées de veiller à la régularité du processus et dans l'esprit qui a prévalu à la mise en place d'une Sénat permanente. Je vous invite à le suivre. Il est au micro Canal 3 de Herman Ania Bossou et Henri Danti. J'ai été l'un de ceux-là qui ont proposé une Sénat permanente. Parce qu'il y avait des Sénats ad hoc et puis un secrétariat administratif permanent de la Sénat, dont d'ailleurs j'ai été le secrétaire administratif permanent pendant 2 ans, je crois. Et après ça, il y a eu une longue période où c'était le secrétariat administratif permanent, mais comment est-ce qu'on appelle, la Sénat n'était pas permanente. Heureusement aujourd'hui, puisque je l'avais souhaité, il y avait une commission à Anzo qui s'était penchée sur la question, et quand on m'avait posé la question, je leur avais dit que la meilleure chose à faire, c'est de faire de la Sénat une institution permanente, et que ce ne soit plus une Sénat ad hoc où les gens viennent et repartent. Heureusement, pour moi, je dis heureusement, ça a été suivi. Et ça, je le réclame et je suis content de le réclamer. Et c'était mon vœu, et même si je n'ai pas été membre de cette Sénat permanente. Même si le côté financier continue de jouer un peu, ça n'a pas été tellement visible, parce que en son temps, on allait à la Sénat pour s'en faire plein les poches. Et ce n'était pas autre chose que ça. Le Bénin a été ce qu'il a été, et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et on peut se féliciter de ça. Qu'on n'a plus tout ça là, que ce n'est plus ces jeux de cache-cache ou bien des jeux d'intérêt, que c'est beaucoup plus la technicité qui joue. C'est plus intéressant. C'est vrai, et il n'y a pas cette institution, surtout la Sénat, qui était considérée en son temps comme le haut lieu de la politique politicienne, excusez-moi le terme,
mais qui s'est finalement donné une ligne de conduite et qui a tenu cette ligne de conduite jusqu'au bout, ce n'était pas donné, ce n'était pas gagné d'avance. Et ces 5 personnes, vraiment, je leur tire chapeau, ils ont fait du bon travail. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu que des exploits ou il y a des erreurs qu'on peut peut-être corriger avec la nouvelle Sénat qui va s'installer? Oui. Il y a eu des erreurs. Il ne pouvait d'ailleurs pas en être autrement. Le fait que les gens, parfois, à certains niveaux, à certains degrés, ne se comprennent pas parce que je suis représentant d'un tel parti politique, carrément. On a tendance à vouloir faire prévaloir les intérêts de ce parti politique sur les autres, ainsi de suite. Mais au finish, je dis que c'est bon. Est-ce que vous pensez que la Sénat a pu garder cette impartialité-là? On n'a pas reproché à la Sénat d'avoir mal organisé les élections. Pourtant, il y a des institutions qui sont chargées de contrôler la Sénat pendant l'organisation des élections. On n'a pas pu lui reprocher quelque chose. Notre rédaction s'est également rapprochée de 2 universitaires. Ils sont des enseignants-chercheurs et se prononcent sur les actions de la Sénat. Ils se prononcent sur la mandature actuelle présidée par Emmanuel Tiando et font des propositions pour les Sénats à venir. La Sénat qui vient de finir son travail et qui s'apprête à déposer son tablier est une première expérience d'une Sénat institutionnalisée dans notre pays. Par le passé, nous avons souvent connu des Sénats mis en place, des Sénats ad hoc, mis en place à l'approche des élections et qui sont dissoutes juste après l'organisation des élections. Mais aujourd'hui, nous avons cette Sénat-là qui est une institution qui est reconnue par notre Constitution, mais qui a fait un bon boulot, dirais-je. Toutefois, même s'il faut que je reconnaisse que dans son évolution, la Sénat n'a pas que frappé du point fort. C'est une Sénat qui a eu à montrer ses faiblesses et ses forces. Ses forces en conduisant au moins 3 élections qui contribuent à l'enracinement de la démocratie dans notre pays, quels que soient les commentaires que l'on puisse faire, mais également des points de faiblesse que cette Sénat laisse en héritage à la nouvelle équipe qui prendra la relève auprès d'elle. À l'observation de notre organe chargé de l'élection, de l'organisation des élections, nous avons eu à un moment donné à développer l'impression selon laquelle notre institution n'était plus impartiale. Elle était plus impartiale et il faut absolument que cette Sénat soit impartiale. Parce que notre démocratie, l'évolution de la démocratie, son enracinement dépend en grande partie de cette institution-là. Elle doit faire honneur à travers ces hommes qui l'animent, elle doit faire honneur à la République, elle doit contribuer significativement à l'enracinement de la démocratie que nous avons comme produit de rente que le Bénin peut vendre à l'extérieur auprès des organisations de la communauté internationale. On a vu que depuis la création de la Sénat en 1994, il y a de petites réformes qui ont été opérées, c'est-à-dire que du point de vue même de la composition de la Sénat, on a évolué. On a voulu faire en sorte que certaines sensibilités soient représentées et on est passé à une étape supérieure, à savoir la professionnalisation de la Sénat. Au regard des atouts qui étaient comme des passages obligés de la Sénat, à savoir la composition, l'institutionnalisation et la professionnalisation de la Sénat. À travers tout ça, on a constaté que cette Sénat, cette mandature reste l'ancrage de ces différents besoins que je viens d'énumérer. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits parce que justement, la Sénat a su organiser plusieurs élections au Bénin. Et de ce point de vue-là, c'est un acquis. Il ne faut pas perdre de vue que la Sénat reste un organe
autonome. Et bien qu'autonome, a besoin de ressources. Et il est arrivé des fois quand même où la Sénat, en tout cas selon les commentaires des citoyens, a donné l'impression d'être un peu tenaillé par certaines chapelles politiques. Et à partir de cet instant, on peut quand même retenir qu'il y a eu des avancées, il y a quand même des défis à relever. Il y a eu des défis, il y a encore des défis à relever pour que la Sénat reflète les aspirations qui ont été à la base de sa création. L'Institut universitaire d'enseignement professionnel de métiers agricoles de Djougou sera fonctionnel dès la rentrée prochaine. Mais avant le démarrage des activités dans cette entité universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur a effectué une descente sur le site pour constater le niveau d'avancement des travaux et prendre les dispositions nécessaires pour un bon démarrage des activités. Retour sur cette descente du ministre de l'Enseignement supérieur dans ce reportage de Alassane Harouna et Abdou Raoufi Raya. Le ministre Éléonore Ladikan Yahi sur le site de l'Institut universitaire d'enseignement professionnel au métier de l'agriculture de Djougou. À la tête d'une forte délégation de son département et accompagné du maire de la ville, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est venu constater l'état d'avancement des travaux sur ce site qui va accueillir dès la rentrée prochaine une nouvelle génération d'étudiants. Après une brève présentation du dit centre, l'autorité ministérielle a visité les différents compartiments de cette entité universitaire. Nous sommes donc sur ce site parce que nous avons un centre universitaire d'enseignement professionnel. Et il est question de venir voir à quel niveau nous en sommes. On a vu les infrastructures qui sont vraiment très très bien faites. On a vu justement les sites qui vont constituer la ferme. Et nous avons, avec M. le maire, également apprécié l'implication des autorités locales. Et ça, c'est une donne très importante. Les mobiliers, tout ça, c'est là. Le recrutement des personnels des UEP, ça va se faire également. Donc, globalement, nous sommes venus trouver que le travail a bien avancé. Ce chantier, faut-il le rappeler, fait partie des réformes phares du gouvernement de la rupture dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, désormais orienté vers la professionnalisation de l'enseignement. Alors les bacheliers sont attendus. La différence aussi avec l'université, c'est que nous, on n'a pas de limite d'âge. Vous pouvez avoir fait autre chose après votre bac et décider de reprendre vos études si vous avez la motivation. Si vous êtes intéressé à devenir un exploitant agricole, parce que c'est ça en fait, l'agriculture c'est aussi un peu une vocation en même temps qu'un métier, alors c'est une formation qui est faite pour vous. Fermé au lendemain de l'avènement du gouvernement du nouveau départ qui a voulu doter le pays d'une nouvelle carte universitaire, l'Institut universitaire de Djougou renaît avec une nouvelle dynamique à la grande satisfaction du premier citoyen de la ville. C'est des impressions de joie parce que vous savez que l'Institut, dans sa forme ancienne, avait été stoppé avec la redéfinition de la carte universitaire du Bénin. Nous avons pensé que la commune n'allait plus retrouver cela. Mais vous constatez aujourd'hui avec la visite de Madame la ministre et de toute son équipe que c'est un bonheur qui se prépare pour la commune de Djougou. Et nous avons vu que le travail préliminaire est très avancé de façon méthodologique. Et nous pensons que vivement, très prochainement, il y aura la rentrée scolaire. Et ce que nous avons perdu en 1000 jours, nous allons le gagner en un seul jour. Parce que ce qui est en train d'être fait, vraiment j'ai été émerveillé, c'est méthodique, c'est une planification linéaire et c'est la technologie aussi qui sera au rendez-vous. L'Institut universitaire d'enseignement professionnel au métier de l'agriculture de Djougou est désormais une réalité. L'ultime réglage à apporter reste la validation des tests institutionnels déjà en cours, après quoi le processus de recrutement de la première génération d'étudiants sera enclenché conformément aux vœux du chef de l'État qui tient à la professionnalisation de l'enseignement.
Retour à Cotonou maintenant avec la réception de vivres au centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Djako. C'est un don de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya, une action humanitaire pour aider les personnes vulnérables à garder le sourire en ce mois sacré du Ramadan. Voici le compte rendu de la cérémonie de réception avec Ulrich Gaba et Deon Bebi. Des vivres pour les pensionnaires du centre hospitalier universitaire psychiatrique de Djako à Cotonou. En ce mois sacré du Ramadan, la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya renouvelle ses actions de partage et de communion avec les personnes vulnérables. Comme d'habitude, chaque année, à l'occasion de la fête du mois de Ramadan, nous partageons des vivres aux pauvres comme cadeau. Aux pauvres, aux prisonniers, aux malades et les orphelins. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes présents ici, au centre psychiatrique de Djako, pour apporter un petit sourire à nos frères qui sont malades, avec ces gestes symboliques. Le geste est fortement apprécié par les responsables du centre psychiatrique. Au nom du premier responsable et au nom des bénéficiaires, le surveillant réitère aux donateurs sa profonde gratitude. C'est un geste qui, selon lui, vient à point nommé pour conforter la santé des pensionnaires. C'est une très grande chose, parce qu'il n'y a pas que le médicament seul qui participe au traitement du patient. Le manger est une partie très importante pour l'être humain en général et en particulier et pour le patient, surtout par rapport aux variétés de médicaments qu'ils prennent, qui font qu'ils ont beaucoup faim et qu'ils mangent beaucoup. Donc nous vous remercions et déjà nous vous souhaitons une bonne fête de Ramadan qui va se célébrer d'ici là. La Jamaat islamique Ahmadiyya est bien connue au centre psychiatrique de Djako pour ses nombreux dons. Le présent geste s'inscrit donc dans la dynamique de multiples actions humanitaires pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie des populations vulnérables. Autre chose maintenant avec la sensibilisation des apprenants du complexe scolaire de Segbea sur les comportements éco-citoyens à observer pour la préservation de l'environnement. C'est une activité organisée par l'ONG Ayedon qui était donc allée au complexe scolaire de Segbea pour aider les apprenants à jouer leur participation sur la sauvegarde de l'environnement. Reportage. L'ONG Ayedon a posé ses valises au complexe scolaire Segbea le jeudi 6 mai dans le cadre d'une sensibilisation. Paul Berta Diakhoto, présidente de l'ONG et son équipe, sont allés inculquer les notions de la protection de l'environnement aux écoliers qui sont désormais des ambassadeurs écolos. Dans l'implémentation du projet éducation environnementale et restauration des gestes de protection de l'environnement et de préservation. On est là pour participer à former des adultes de demain via les enfants d'aujourd'hui pour que les choses changent véritablement dans notre pays, dans notre environnement, dans notre espace, dans notre cadre de vie justement. Avec l'appui du ministère du cadre de vie et du développement durable et le Fonds national, je dis bien le Fonds national pour l'environnement et le climat, financier, on est en partenariat. Mais on est plus outillé aujourd'hui parce que nos ressources ont été renforcées pour pouvoir mieux faire les choses. Le directeur du groupe C du complexe scolaire Segbea a incité les enfants à adopter les comportements éco-citoyens pour que les objectifs visés par l'ONG Ayedon soient atteints. Êtes-vous prêts pour la mission qui vous attend? Oui, nous sommes prêts. Donc désormais, votre entourage sera propre. Les classes seront propres. Et désormais, les rues seront vos maisons. La cour sera votre maison. Et tout l'environnement sera au domicile. Les enfants sont contents d'avoir participé à cette activité qui leur a été bénéfique. Désormais, ils sont des relais de l'ONG Ayedon dans leur contrée.
l'ONG et le ministère du cadre de vie. Nous remercions aussi le Fonds national pour l'environnement et le climat pour tout ce que nous a apporté. À l'occasion, Paul Berta Diakouto a offert des kits de salubrité et de lave-bains au complexe scolaire. Soutenu par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable et le Fonds national pour l'environnement et le climat, l'ONG Ayedon entend œuvrer durablement pour l'atteinte des objectifs de développement en matière de protection de l'écosystème. Nous sommes en plein mois de Ramadan et les fidèles musulmans doivent observer certaines obligations, entre autres la zakat particulière, une zakat particulière que les musulmans doivent verser avant la fin du mois de Ramadan. C'est la zakat el-fitr qui signifie l'aumône de la rupture. Elle est le moyen pour le musulman jeûneur de se purifier des péchés et des abus passés. C'est aussi une façon d'aider, de soutenir à travers un acte de solidarité des personnes en situation difficile afin qu'elles puissent profiter de la fête de fin du jeûne. Qui peut verser la zakat el-fitr? À qui le verser et comment cela se fait? Des éléments d'appréciation à travers cette interview. La zakat el-fitr, c'est ça qu'on veut montrer tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une aumône qu'on doit le faire dans la nourriture pour pouvoir aider les pauvres à mieux fêter le jour de la fête. Et ça encore, ça aide les musulmans à leur pardonner les petits péchés, les fautes qu'ils ont commis pendant et au cours du Ramadan. La zakat el-fitr de 2 jours ou 1 jour avant la fête de Ramadan et même le jour de la fête, mais avant la prière ou non après la prière. Oui, c'est une obligation pour quiconque en a des moyens, mais celui qui n'a pas de moyens, Dieu lui a déchargé de ça. La zakat el-fitr, c'est les musulmans qui n'ont pas de moyens, dont Dieu le Tout-Puissant veut qu'ils fêtent bien, dans la bonté. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mettez-les à l'aise, donnez-les pour qu'ils ne mendient d'abord avant de manger le jour de la fête, pour que vous serez tous ensemble dans la joie. On peut donner la zakat el-fitr avec la nourriture que vous consommez dans votre pays. Donc que ça ne soit pas trop cher ni trop bas. C'est-à-dire il y a le riz dedans, il y a l'haricot dedans, il y a le maïs dedans, il y a le mie dedans, même pourquoi pas gari, ainsi de suite, ce qu'on peut manger le jour de la fête, ce que les gens ont l'habitude de manger. Donc pour faire le partage, c'est-à-dire il y a les mesures données. Ça là maintenant, c'est quelque chose que ça mesure là, une seule là, il faut 4 fois pour pouvoir trouver pour une seule personne. Supposons on peut en faire comme ça. Vous voyez? Donc on met ça ici. C'est un ça. On prend encore, c'est 2. On prend encore, c'est 3. On prend encore maintenant, c'est 4. Donc, c'est-à-dire, 4 fois de ça, là, c'est pour une personne. Il n'y a pas la différence entre homme ni femme. Donc, femme, 4 fois, homme, 4 fois. Vous voyez, si l'homme n'a pas de ça, là, c'est pour lui montrer qu'une mesure de ça, là, ça vaut pour une personne. Vous voyez? Mais s'il a ça, là, c'est 4 mesures de ça, là, qui vaut pour une personne. Maintenant, on peut prendre celui qui n'a pas des 2 choses, là. Maintenant, il fait ces 2 mains comme ça. Il prend comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous voyez déjà? Donc, la contenue des 2 mains d'un homme majeur ou bien une femme majeure, donc ça fait déjà une pour une personne. Donc, c'est comme ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tout autre chose maintenant avec la séance d'échange sur les réformes foncières en cours au Bénin et les avancées engendrées par ces réformes dans le monde des affaires. C'est une rencontre initiée par l'Agence nationale du foncier et le ministère de l'économie et des finances. Différents acteurs intervenant dans le secteur ont été conviés à la rencontre. Reportage. La bonne gestion du foncier au Bénin depuis quelques années impacte le climat des affaires grâce aux réformes entreprises. Et ce jeudi, la Direction générale de l'Agence nationale du domaine et du foncier et le ministère de l'économie et des finances sont venus annoncer les grandes avancées aux huissiers, notaires, maires et les chefs d'entreprise. Dans un premier temps, le directeur général de l'ANDF, principal orateur de cet afterwork, a présenté les différentes plateformes ayant conduit à la dématérialisation de la gestion du foncier au Bénin. Un processus rendu possible par l'informatisation de la gestion foncière et domaniale. Le développement ne se fait pas en apesanteur, dans l'espace. Le développement se fait, bien entendu, sur la terre. D'où l'importance du foncier et des enjeux que cela recèle. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon s'est attelé à mettre en œuvre des réformes audacieuses. Ces réformes audacieuses nous permettent aujourd'hui d'aller vers la dématérialisation du dispositif technique de gestion foncière. Et on aura compris que le Bénin s'est résolument engagé sur la voie de modernisation de l'administration foncière. Ce n'est pas une chose aisée, mais avec la détermination et la volonté du gouvernement de doter notre pays des outils modernes, nous y sommes presque. Au titre des réformes qui rassurent les investisseurs étrangers, les professionnels du foncier et les opérateurs économiques locaux, figure la numérisation du registre foncier du Bénin, la plateforme e-notaire qui facilite désormais le transfert de propriété et la digitalisation des états descriptifs. À cela s'ajoute la transparence de la nomenclature des coûts et des prestations de l'ANDF, sans oublier la gratuité de l'enregistrement des actes de propriété de valeur inférieure à 50 millions de francs CFA pour les sociétés commerciales, mais aussi la mise en œuvre du cadastre national. Le gouvernement a rendu gratuit les frais d'enregistrement pour les actes de propriété dont la valeur est inférieure à 50 millions pour les sociétés commerciales et industrielles. Parce que le gouvernement sait que la terre est une ressource de production pour les entreprises. Avec les facilités qui sont offertes aujourd'hui pour saisir la commission de gestion des plaintes et avoir une réponse aussi rapide que cela puisse être. En retour, les souhaits, les préoccupations que vous avez émises en ce qui concerne la première immatriculation ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Ce sera reversé au gouvernement, notamment M. le ministre de l'Économie et des Finances. Avec ces réformes de gestion du foncier et des domaines, le gouvernement engage le Bénin sur la voie de la modernisation de l'administration foncière. Le ministre de l'Économie et des Finances joue déjà sa partition en ce qui concerne les moyens adéquats afin d'atteindre les objectifs. Signature d'une convention d'amitié entre la Fondation Benoît Zokli et l'Union sportive de Gasné, un club de football français. La signature de cette convention ouvre les portes à un fructueux partenariat entre les deux structures et la signature a eu lieu à Houéogbe, c'est dans le département du Mono. Le compte-rendu de la cérémonie de signature de convention est signé Geoffroy Messon. En paraphant ces documents, Pierre d'Alcantara Zokli et Johan Ovray donnent une existence légale à un partenariat naissant entre la Fondation Benoît Zokli et l'Union sportive de Gasny, un club de football français. La séance de signature de cette convention d'amitié s'est déroulée le mardi 4 mai à Doutou, dans la commune de Houéogbe. Il faut savoir que la Fondation Fan Benoît Zokli est une fondation créée pour rehausser, continuer de faire assurer la vision civilisatrice que notre père, notre oncle, notre patriarche
le tout premier infirmier, le tout premier conseiller territorial entre 1957 et 1960 et le tout premier député à l'Assemblée nationale de Sahwe entre 1960 et 1963. L'envie qui est ici, c'est de créer une passerelle entre mon club, Gagny, la Fondation, Pierre, vous tous ici, et au fil du temps, ou du moins pendant les 3 prochaines années, faire en sorte que chaque année on puisse livrer un petit peu de matériel sportif ou éducatif. Et puis je pense que c'est une première pierre à l'édifice. Et au fil du temps, avec les envies de chacun, je suis sûr que c'est quelque chose qui va continuer à grossir, à grandir. Pour marquer d'un cachet spécial le partenariat qui vient de naître, l'Union sportive de Gasni, à travers son président, a offert des maillots jaunes et noirs à des élèves du village voisin de Aouloumé. La cérémonie de remise de ce don de maillots a eu lieu dans la cour du collège d'enseignement général de la localité. Notre joie est immense et très immense ce jour parce que c'est une surprise agréable qui vient à point nommé. L'école, c'est important. Il faut que vous ayez bien ça en tête. Ça ouvre beaucoup de portes. Donc en tout cas, moi je suis ravi avec l'Union sportive de Gagny de pouvoir vous aider. Yohan Ovray est adjoint au maire en charge de l'événementiel à Vernon. Il est également vice-président à Seine-Normandie, agglomération. L'Union sportive de Gasni, dont il est le président depuis 3 ans, a été créée en 1957. L'histoire a commencé par une jeune, je dirais une dame, Sahwe, qui est adjointe au maire à Vernon. Elle s'appelle Léocadie Zoukli. Son collègue Yohan Ovray, adjoint au maire aussi, mais surtout président de l'Union sportive de Gasni, a échangé avec elle sur son projet de voyager, de venir au Bénin. Alors elle a dit, mais tiens, pourquoi tu n'en profites pas pour voir les membres de ma famille? C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez les maillots jaunes et noirs. La Fondation Benoît Zokli et l'Union sportive de Gasni se sont engagés à mettre les 3 années à venir du matériel sportif et du matériel éducatif à la disposition des jeunes de Royagbe, une commune du département du Mono. Le maire de cette commune a d'ailleurs reçu en audience les différentes parties. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention et la fidélité. Toute l'équipe qui m'accompagne passe par ma voix pour vous souhaiter un excellent week-end en compagnie de nos programmes.